C'est quoi les facteurs de gradient? Les facteurs de gradient? C'est ça. Nous avons tous été confrontés à ce graphique incompréhensible, pourtant censé nous permettre de comprendre le concept. Cette représentation est pourtant très utile pour dissiper toute confusion sur le sujet, mais il faut admettre qu'elle n'est pas très facile à interpréter. Commençons par simplifier. Les 16 compartiments publiés par Bullmann sont tous représentés. Nous n'en conserverons qu'un. Nous allons même, dans un premier temps, nous concentrer sur un espace à 2 dimensions pour représenter les M-values. En abscisse, nous trouvons la pression ambiante. En ordonnée, la pression de gaz inerte tolérée est représentée. Pour la plongée à l'air, il s'agit de la tension d'azote maximale que le compartiment peut supporter, autrement dit la M-value. La médiane de ces deux axes, souvent appelée ligne des pressions ambiantes, relie les points pour lesquels la tension d'azote est égale à la pression ambiante. À droite de cette ligne, la pression ambiante est supérieure à la tension d'azote. À gauche, c'est l'inverse. Mais cette droite n'a strictement aucun intérêt. Lorsque les échelles de ce graphique sont exprimées dans le système impérial, en mètres d'eau de mer, la pression ambiante 0 correspond à la pression atmosphérique au niveau de la mer. Les M-values admises en surface sont situées sur l'axe vertical. C'est pour cette raison que Workman les a désignées par M0, puisqu'il s'agit des valeurs maximales à 0 mètres. Bullmann a utilisé des échelles en barres, ce qui permet de représenter la zone des pressions inférieures à la pression atmosphérique au niveau de la mer, et donc de décrire les phénomènes liés à l'altitude. Cette fois-ci, les M-values en surface ne sont plus représentés sur l'axe vertical, mais sur une ligne correspondant à une pression ambiante de 1 bar. Ne rendons pas les choses plus complexes qu'elles ne le sont, et focalisons-nous sur un seul compartiment. Pour le compartiment qui nous intéresse, mais ce sera la même chose pour les autres, la tension d'azote qu'il contient est égale à la pression d'azote inspirée. Toujours par souci de simplification, considérons que cette pression d'azote inspirée, en surface, est égale à 0,8 bar, et représentons-la sous la forme d'une flèche dont la hauteur atteint justement 0,8 bar. Si vous montez en altitude, la pression ambiante diminue. En fonction de sa période, la tension d'azote contenue dans notre compartiment va diminuer aussi, mais plus lentement. Le compartiment se désature. Revenons au niveau de la mer et partons plonger. Nous descendons sur une épave célèbre du sud de la France. Sur le pont, la pression ambiante est de 5 bars. Nous respirons de l'air. La pression d'azote inspirée est donc de 4 bars. Le compartiment que nous avons choisi de suivre se sature. En négligeant les échanges gazeux pendant la descente, la différence entre la tension d'azote qu'il contient déjà et la pression partielle d'azote inspirée est de 3,2 bars. Cette différence est souvent appelée gradient. Ce compartiment possède une période de 8 minutes. Au bout de ces 8 minutes, notre compartiment a absorbé la moitié du gradient de pression. Il contient donc 2,4 bars d'azote. Si nous devions rejoindre la surface à cet instant, la tension d'azote dans notre compartiment serait toujours inférieure à sa M-value à la pression atmosphérique. Nous pourrions donc rejoindre la surface sans décompression obligatoire. Si nous restons un peu plus longtemps sur cette superbe épave, au bout de 8 minutes supplémentaires, le compartiment a de nouveau absorbé la moitié du gradient restant. La tension d'azote dans le compartiment atteint 3,2 bars. Remonter directement à la surface n'est plus possible. Un premier palier à une profondeur de 6 mètres permettra à notre compartiment d'éliminer suffisamment d'azote pour que nous puissions rejoindre le palier suivant. Nous devrons ensuite patienter 5 minutes à 3 mètres avant de pouvoir regagner la surface. Ça, c'est pas les GF, c'est les M-values. Tu as parfaitement raison, mais tu conviendras que ces explications n'étaient pas inutiles. Entrons dans le vif du sujet. Un facteur de gradient n'est rien d'autre qu'une astuce mathématique permettant de réduire la tension d'azote tolérée dans les compartiments. Reprenons notre compartiment préféré et appliquons un GF de 0,8. Voici la nouvelle droite des M-values. Repartons pour la même plongée que tout à l'heure. Tu te rappelles que nous pouvions rejoindre directement la surface après avoir exploré notre épave favorite pendant 8 minutes. Cette fois-ci, c'est impossible. Le niveau de saturation de notre compartiment dépasse la tension d'azote tolérée. Nous allons devoir nous arrêter à 3 mètres. Avec un GF de 60%, nous aurions été obligés de nous arrêter à 6 mètres.
Cette astuce permet de conserver une marge de sécurité supplémentaire par rapport à l'algorithme original. Cette possibilité de réglage a été nommée et renommée plus d'une fois au fil des ans. Facteur de réduction, durcissement ou plus récemment conservatisme, mais même si les méthodes diffèrent, le résultat est le même. Les plongeurs qui utilisent de l'hélium pour atteindre des profondeurs inaccessibles à l'air ont besoin de ralentir leur remontée plus tôt pour laisser le temps à ce gaz léger d'être éliminé sans risque. Les plongeurs profonds ont l'habitude de réaliser un premier palier à une profondeur importante. Ils pourraient obtenir ce résultat en appliquant un GF de 0,3 ou 0,4, mais cela impliquerait de rallonger exagérément les paliers proches de la surface. Pour éviter cela, Eric Baker propose d'utiliser deux GF différents, GF Low et GF High. L'usage est d'indiquer le couple de GF dans l'ordre Low-High, par exemple 30-70. La méthode consiste à appliquer le GF Low pour la M-value du premier palier et le GF High pour celle de surface. Voyons ce que ceci implique. Reprenons nos droites de M-value pour notre compartiment habituel, sans GF et avec des GF 80-80. Prenons un GF Low de 30. Baker propose une formule pour calculer, en fonction de notre tension d'azote actuelle, le plafond de décompression qui nous sera imposé par ce GF Low. Pour le compartiment qui nous sert d'exemple, un premier arrêt devra être réalisé à une profondeur de 15 mètres. Fixons un GF High à 70. Cette fois-ci, nous devons calculer la tension d'azote que nous accepterons une fois arrivés en surface. La même formule reste valable, mais dans l'autre sens. Nous avons à présent deux points, chacun d'eux étant défini par une tension d'azote et une pression. La méthode la plus simple pour déterminer les GF des paliers intermédiaires consiste à tracer une droite entre ces deux points. Voici les M-values obtenus pour un réglage de GF à 30-70. Revenons sur le pont de notre épave au moment où nous débutons notre remontée. Comme prévu, notre premier arrêt à 15 mètres dure 1 minute. Ceci permet à notre compartiment d'éliminer suffisamment d'azote pour nous permettre de rejoindre le second palier de décompression sans dépasser la M-value. Nous restons ensuite 3 minutes à la profondeur de 12 mètres, puis 4 minutes à 9 mètres, 5 minutes à 6 mètres et enfin 11 minutes à 3 mètres avant de rejoindre la surface. Un tel réglage est souvent utilisé lors de plongées au mélange. Il n'est pas recommandé pour des plongées à l'air pour lesquelles un palier aussi profond peut augmenter le risque d'accident de décompression. Un réglage basé sur des GF jumeaux est préférable, puisqu'il permet d'éviter un palier profond tout en conservant une certaine marge de sécurité. Mais si deux plongeurs utilisent des réglages très différents, l'un va imposer à l'autre un temps de décompression interminable, et surtout des paliers profonds. Si vous attendez ces plongeurs en surface, ne vous étonnez pas s'ils sont encore sous leur parachute alors que les autres sont déjà remontés.